Je vais essayer de pas être long parce que vous l'avez pas été, et de pas me lancer dans des milliards de choses. Je suis très heureux évidemment d'avoir la chance de discuter ces différents papiers. Juste un mot peut-être avant de commencer. Voilà, vous le savez, c'est un colloque qui se tient dans un contexte tout à fait particulier, qui est celui d'une grève, qui pose évidemment la question de comment est-ce qu'on fait pour être en lutte et pour être en mouvement dans le cadre d'un mouvement social, mais où malgré tout les activités, notamment quand on parle de ce type d'objet, ne s'arrêtent pas entièrement. Évidemment, c'est une question qui voilà, nous touche particulièrement, puisque les réformes en cours, qu'il s'agisse de l'augmentation gravissime de la précarité et de la réduction gravissime du nombre de postes au sein de l'université chaque année, qu'il s'agisse des attaques contre les retraites ou qu'il s'agisse de la mise en œuvre généralisée de la compétition au sein de l'université, rend ce type de colloque tout simplement menacé, parce que rend ce type d'objet tout simplement menacé. Les conditions aujourd'hui de réaliser une véritable recherche gratuite, libre, de service public sur des objets qui ne sont pas immédiatement bancables est tout à fait mise en question. Donc voilà, il y a toute une série de mobilisations évidemment en cours que vous connaissez, et il y a notamment la perspective à partir du 5 mars de stopper toutes les activités d'enseignement et de recherche absolument partout pour construire une véritable grève dans l'enseignement et la recherche. Ceci étant dit, je reviens à la question qui est celle des sources et du retour aux sources que propose ce panel sur l'économie sociale et solidaire, avec toute une série de questions communes qui sont apparues dans ces trois papiers, des questions communes qui relèvent du fait que en fait, ces trois papiers où vous avez proposé, même si c'est de manière très différente, des approches comparatives de l'histoire des coopératives, c'est-à-dire d'aller chercher des phénomènes qui sont différents, soit en allant voir des coopératives différentes, soit en allant voir des communautés utopiques elles-mêmes tout à fait différentes les unes des autres, soit en allant voir des expériences dont parfois on se demande, bon, les banques coopératives, les coopératives de consommation et les coopératives de production, est-ce que ça relève exactement des mêmes phénomènes et comment ? Et cette multiplication des objets, vous l'avez fait, je pense que c'est l'angle aussi de ce panel, en interrogeant la question alors, de l'historicité de ces expériences coopératives, quelle est leur genèse, comment est-ce qu'elles se transforment, comment est-ce parfois est-ce qu'elles s'arrêtent, et la question de comment est-ce que nous, a posteriori, on peut par les sources retrouver cette historicité, retrouver ces moments. Et ça amène à quelque chose qui, je pense, est présent dans les trois papiers, qui est une sorte de dénaturalisation générale de l'objet coopératif, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas considérer que ces coopératives-là, elles sont un donné et qu'elles sont évidentes, mais au contraire qu'il s'agit de retrouver leur projet, mais aussi la politisation du regard, la politisation obligatoire du regard qu'on porte sur elles. Qu'il s'agisse de penser leur mémoire avec la muséification des expériences coopératives américaines, qu'il s'agisse de penser leur place dans la science, dans le cas de la place des coopératives, de cet objet dans les sciences sociales ou dans la science économique, pour le papier des collègues de Grenoble, ou qu'il s'agisse de reconstituer la continuité entre ces expériences coopératives et la morphologie sociale plus générale, celle des pratiques de coopération, pratiques familiales, pratiques de voisinage dans le papier d'Alain Mello. Donc, c'est voilà, un questionnement qui n'est pas nouveau, ça aboutit tout ça à un questionnement qui n'est pas nouveau, mais qui est toujours à reprendre sur quelle est l'unité de cet objet, comment on fait une étude de ces coopératives, comment est-ce qu'on gère par rapport à la politisation nécessaire du regard que les uns, les unes et les autres portent sur ces expériences. Alors, je vais juste très rapidement poser quelques questions plus précises, ou bien on dit que ce n'est pas la peine ? Si ? Ok. Donc, je vais essayer de reformuler à l'oral de manière plus directe qu'à l'écrit pour ceux et celles à qui je les ai envoyés en avance. Donc, d'abord, au groupe de Grenoble.
vous parlez d'un éparpillement des sources, d'une diversité de pratiques, et vous parlez beaucoup du fait que l'objet l'objet coopératif a été très largement construit soit par les coopérateurs et les coopératrices elles-mêmes dans un but de justifier et de mythifier un peu ce qu'elles étaient en train de réaliser, et en même temps, ou bien soit dans un but de repoussoir pour les défenseurs et défenseuses du capitalisme, ou au contraire, les personnes qui construisent une sorte d'histoire communiste dans laquelle les coopératives ne doivent avoir un rôle que marginal. Et du coup, je me dis, une fois que vous avez fait tout ce travail de dénaturalisation, qu'est-ce qu'il reste de l'économie coopérative? Est-ce qu'il existe une économie coopérative? Est-ce que ça a un sens? Ou est-ce qu'au fond, il faut accepter cette espèce de fragmentation, de se dire que lorsqu'on essaye de construire l'économie coopérative comme un objet unique, on est nécessairement dans une logique qui est politique, soit pour adhérer... Oula, désolé. C'est devenu plus fort d'un coup, non? Ouais. Soit pour... C'est bizarre. Soit pour adhérer à ce projet, soit au contraire pour le repousser. Et ça m'amène à une deuxième question. À quels facteurs, d'après vous, sont dus cette extrême idéologisation de l'objet coopératif, de l'expérience coopérative, au point de rendre, selon vous, toute source questionnable? C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de source neutre sur les coopératives, qu'il y aurait toujours un discours qui serait politisé. Et à quoi est due cette spécificité? Pourquoi ce n'est pas le cas? Vous dites on ne peut pas faire, par exemple, l'histoire des entreprises coopératives comme on fait l'histoire des entreprises capitalistes, parce que les sources, elles sont toujours marquées idéologiquement. Pourquoi, en fait, il y a cette distinction et à quoi est-ce qu'elle tient? J'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre dans le micro, non? Ouais, ça fait vraiment mégaphone, quoi. Voilà. Donc, deuxième série de questions à Damien Rousselière. Alors, d'abord, une question qui peut être, qui est plus sur la question américaine. Il y a, il me semble, mais peut-être que je me trompe par méconnaissance, mais quelque chose d'assez unique par son extension dans ce processus de muséification des expériences communautaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de musée des expériences communautaires en Europe, il y en a, mais on a l'impression qu'aux États-Unis, du fait du nombre de communautés utopiques et de leur durée, les communautés icariennes sont de loin les communautés utopiques qui ont duré le plus longtemps du 19e siècle, les communautés icariennes américaines, on a l'impression qu'il y a une politique de la mémoire qui est quand même tout à fait spécifique. Et dont je me demandais, même si c'est décalé par rapport à ce que vous présentez, quelle est aujourd'hui la charge politique? Vous parlez du fait qu'il y a de la foi à l'époque dans la construction ou la destruction de ces communautés. Quelle est aujourd'hui la charge politique, l'usage politique? Est-ce qu'il y a une présence de ce passé communautaire unique notamment, peut-être dans les expériences communautaires des années 1970, est-ce qu'il y a quelque chose qui reste après la fin des communautés icariennes, et est-ce qu'il y a une charge politique particulière? Et deuxièmement, je voudrais vous poser une question qui est vraiment directement liée à celle des sources, parce que vous avez un traitement, c'est pas du tout pour... mais vous avez un traitement des sources qui est tout à fait différent de ce que nous dit, je me permets de dire le groupe de Grenoble, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, sur la question des sources. C'est-à-dire que vous nous montrez des sources qui, loin d'être toujours unanimes avec l'idée que finalement l'histoire des coopératives est écrite par les coopérateurs et les coopératrices elles-mêmes, vous nous montrez un traitement des sources qui est différent, où vous dites, oui, c'est vrai que c'est les gens c'est les gens qui y participent, qui construisent l'histoire, sauf que comme ils sont en conflit permanent, en concurrence permanente, ils permettent de construire beaucoup d'histoires différentes. Et ça, c'est quelque chose qui est... Et donc, je voulais savoir, est-ce que c'est une spécificité du mouvement icarien aux États-Unis ou du mouvement du socialisme utopique aux États-Unis d'avoir été à ce point marqué par une telle conflictualité qu'en fait, on aurait accès à des sources qui nous permettraient, comme sur n'importe quel objet, de faire des croisements et de sortir d'une histoire mythifiée. Est-ce que c'est dû à des caractéristiques morphologiques, non, c'est pas le bon terme, de l'expérience américaine, ou est-ce que vous pensez que finalement, peut-être que cette conflictualité-là, cette concurrence-là des histoires, on pourrait la retrouver, et ça peut être un moyen de construire une histoire désidéologisée ou
démythifier des coopératives de manière générale. Et enfin, et je suis désolé d'être déjà très long, à Alain, toute une série, là aussi juste je vais me mettre sur deux questions. Vous montrez bien comment les coopératives viennent se greffer sur des formes préexistantes de coopération, donc dans le cadre des cultures de voisinage, voire des cultures familiales, mais vous dites aussi, je crois, que ça n'a pas lieu partout. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous pourriez nous même si c'est un peu peut-être à l'emporte-pièce, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a des caractéristiques de certaines formes de sociabilité ou de certaines cultures de voisinage qui les prédisposent ou qui permet plus facilement qu'apparaissent des formes de coopératives formalisées. Pourquoi est-ce que certaines formes de coopération, elles débouchent sur une institutionnalisation coopérative et puis d'autres, au contraire, restent dans l'informalité des cultures de voisinage et des cultures de sociabilité, des cultures familiales. Et ce qui m'amène à une deuxième question, qui est peut-être plus une question, là pour le coup, sociologique, qui est quel est le rôle des dominants dans tout ça. C'est-à-dire que vous montrez bien qu'en fait, toute cette expérience coopérative au XIXe siècle, elle se fait avec ou contre, mais elle ne peut se faire dans l'indifférence des élites sociales. Mais du coup, est-ce qu'il y a un groupe général qui est celui des dominants qui vont avoir une approche philanthropique et puis les coopératives vont se construire souvent contre cette philanthropie ou bien dans ses marges, ou est-ce qu'il y a finalement des différenciations à faire au sein même des groupes de dominants pour voir quelles sont les élites sociales qui vont avoir plutôt tendance à soutenir ces démarches coopératives autonomes, quelles sont celles qui vont plutôt les arrêter, etc. Voilà, désolé d'avoir été long, mais c'est le témoignage du fait que ces trois papiers m'ont très fortement intéressé, inspiré, et que j'ai très hâte d'entendre vos réponses et de vous entendre développer ces différents points avec le mégaphone. Merci. Sur la question de l'idéologisation particulière des expériences coopératives, pourquoi il me semble qu'on a tendance vraiment à se focaliser sur l'idéologisation des coopératives comme si finalement, du point de vue économique, il n'y avait pas d'idéologisation par ailleurs de la discipline économique. C'est bien entendu pas le cas, mais le fait est qu'il me semble qu'il y a aussi tout simplement une question de dominant-dominé dans la discipline économique. Aujourd'hui, la théorie économique majoritaire, elle est autour du capitalisme, elle est autour de la société par action. Et en fait, quand on y regarde de plus près, même au sein de la sphère économique capitaliste, le modèle type de la société par action, c'est un modèle qui est très minoritaire en pratique dans l'ensemble des entreprises. Donc on a ce modèle-là, pour autant on a aussi des expériences d'entreprises capitalistes qui sont très diversifiées. Donc il faut d'abord mettre en perspective cette idéologisation de l'économie coopérative par rapport à celle de l'économie capitaliste, qui existe aussi. Et il me semble aussi que sous-jacent, du moins au point de vue plus historique, il y a cette idée de rapport de force en fait permanent de la part des coopérateurs, coopératrices. Il y a effectivement la conscience d'être une forme économique minoritaire, la volonté de s'étendre, la volonté vraiment, ça se voit notamment, surtout à la fin du 19e siècle, après ça va un petit peu s'étioler, mais vraiment la volonté de peut-être à terme d'être vraiment une alternative économique. Et en face, il y a le modèle communiste et le modèle capitaliste qui ne sont pas dupes de cette intention-là, de cette volonté-là, et qui vont au contraire vouloir cantonner au contraire le phénomène coopératif comme un phénomène marginal pour renforcer la légitimité de leur propre modèle. Donc il me semble qu'en fait l'explication, elle est aussi un petit peu, en termes de point de vue de la science politique, c'est un rapport de force qui va s'exercer. Oui, merci. Je voudrais tout d'abord dire que je souscris tout à fait à tous les points qui ont été soulevés par Samuel Ayat sur la question de la mobilisation et je le remercie d'être venu quand même aujourd'hui présenter ses commentaires et critiquer les papiers qu'on avait à proposer. Et je pense que c'est effectivement intéressant de s'intéresser à cet objet-là, particulièrement aujourd'hui, parce que derrière la question que vous avez soulevée, qui est celle de la neutralité des sources, je ne pense pas que l'historien puisse être, ou l'historienne puisse être dupe de toute façon d'une quelconque neutralité de la source. La source, c'est moi qui la construit, c'est moi qui la produit de fait en allant la mettre en réseau avec d'autres éléments. Et
Anaïs disait à juste titre que plutôt que de penser la neutralité, moi je penserais à la question de la norme et la façon dont l'entreprise capitaliste, un type d'entreprise capitaliste, a produit une norme pour l'analyse en histoire économique du fonctionnement des institutions économiques et des institutions notamment de production et marchandes. Donc derrière cette norme, et ça l'histoire économique du communisme l'a aussi très fortement montré, il y a toujours une réflexion sur pourquoi les communistes ratent en fait. Enfin, depuis le débat sur le calcul économique du socialisme dans les années 20, on analyse le communisme par rapport au capitalisme et on va montrer qu'il est défaillant. Et de la même manière, on cherche à analyser du coup les entreprises coopératives par rapport à un type de normes définies par le capitalisme pour considérer qu'elles sont défaillantes. Donc l'idéologisation est partout. Elle n'est pas péjorative nécessairement, elle construit des modèles qui sont en confrontation les uns avec les autres, et ça me permet de répondre à la deuxième partie de la question qui était sur l'unité de l'objet. L'unité de l'objet coopératif, effectivement, elle est très très fortement contrainte par le fait d'être pris en étau entre d'autres grands modèles qui se prétendent universels. Et je ne suis pas sûr que le modèle coopératif, effectivement, ait cette prétention à l'universalité que peuvent avoir le capitalisme et le communisme, qui prétendent construire des modèles de bonne gestion totalisants, je vais dire, on dira totalitaire pour une certaine forme de communisme, mais des modèles de bonne gestion et de gestion globale de l'économie que n'a pas la prétention coopérative, qui se fait peut-être aussi plus par agrégation de différentes expériences localisées, à la différence des autres modèles. Voilà, donc cette dénaturalisation, déconstruction, je pense que finalement c'est pas nécessairement moi qui ai besoin de produire une économie coopérative, c'est plutôt les capitalistes et les communistes qui ont besoin qu'une économie coopérative existe entre eux pour aussi la déchirer et se l'approprier et ramener dans le droit chemin, parce qu'il y a une prétention à porter un discours de vérité, ramener dans le droit chemin des pratiques économiques qui doivent être conformes à un modèle ou à un autre modèle. Et c'est pour ça que moi j'étudie le cas allemand, parce que c'est particulièrement net dans le cas allemand, où on a un capitalisme qui dès les années 20 évolue vers la cogestion, donc vers la prétention à associer les ouvriers. Du coup, les entreprises coopératives ne sont plus utiles parce que l'entreprise démocratique, elle est dans l'entreprise capitaliste, et une économie dite démocratique, qui est l'économie communiste, qui, elle, n'a pas besoin non plus de cette forme d'économie privée, enfin qui en a besoin économiquement, mais pas politiquement.